La finance islamique aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 milliards de dollars dans le monde. Pour la finance islamique, en général, on va avoir 5 règles. Pas d'intérêt usuraire, pas de spéculation, pas d'incertitude sur les contrats, partage de risques et de profits. Et la dernière règle, l'économie réelle. Le Royaume-Uni, il est un petit peu en avance sur la finance islamique en Europe. Il voulait être depuis le début le hub de la finance islamique en Europe. En 2007-2008, il y a eu aussi une volonté politique en France d'être le hub dans le continent de la finance islamique. Et malheureusement en France, le niveau de pédagogie financière est très très bas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du revenu. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à la finance islamique, aussi appelée finance éthique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Redouane de Perennis. Bonjour Redouane. Bonjour Cédric. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir. Pour commencer, Redouane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire un petit peu ce que tu fais, revenir sur ton parcours et que fait Perennis ? Donc, je m'appelle Redouane Z, je suis de formation ingénieur maths appliquées. Commence à dater maintenant un petit peu. J'ai passé 14 ans chez le groupe Crédit Agricole, donc chez Amundi, en tant que responsable de gestion produits structurés. J'avais 5 gérants en équipe et 17 milliards d'encours sous gestion. Je suis parti de chez Amundi en 2019, un virage entrepreneurial, éthique, ESG, techno, très riche. J'ai commencé à donner des cours à l'Université Dauphine en Master Capital Markets et je me suis lancé en entrepreneuriat. Donc j'ai lancé pas mal de FinTech et la toute dernière, c'est Perennis, dont aujourd'hui je suis le directeur général. Et donc Perennis, c'est une plateforme d'épargne éthique, conforme à l'éthique musulmane. Donc Perennis, aujourd'hui, c'est plus que 50 millions d'encours conseillés, c'est plus que 4000 clients, c'est plus que 60 conseillers indépendants, partout sur le réseau français et en Outre-mer. Et Perennis, d'ailleurs, aujourd'hui, est en train de changer d'échelle aussi parce qu'on est en levée de fonds série A pour accompagner cette croissance, atteindre plus de clients et partir aussi sur une aventure européenne, donc exporter notre savoir-faire dans les pays voisins en Europe. Donc, tu as fait tes armes en fait dans une très grosse société de gestion, Amundi, pour ensuite te tourner vers l'entrepreneuriat. Et comment s'est opérée la bascule ? Pourquoi tu as décidé d'entreprendre dans le secteur des services financiers ? En fait, chez Amundi, c'est la mastodonte, c'est le leader mondial de la gestion d'épargne. On apprend énormément de choses. Maintenant, voilà, on se spécialise aussi, on se fait trop. Et moi, à un moment donné, je me suis dit non, j'ai envie de toucher à plus de choses. J'ai envie de créer des choses un peu différentes. Et c'est là où j'avais cette envie entrepreneuriale. Et au même moment, j'avais aussi l'envie de transmettre ce que je sais faire. Et j'avais envie d'apprendre aussi de nouvelles choses. Et donc, à la même occasion, donc en 2019, j'ai commencé à donner des cours à l'Université Dauphine pour transmettre ce que je sais faire. En même temps, je suis allé faire un master en data science pour apprendre la techno de nouveau. Et en même temps, j'ai lancé une startup. Donc vraiment, c'est une volonté de casser un petit peu les barrières et les limites et aller faire autre chose et aller apprendre d'autres choses. Donc c'était surtout drivé par ça. Alors, quand tu as parlé de Perennis, tu as commencé à le dire, mais donc on parle d'investissement qui est conforme à l'éthique musulmane. Première question, évidemment, pour les auditeurs non avertis sur le sujet. Qu'est-ce que la finance islamique, qu'on appelle aussi la finance éthique, dans les grandes lignes ? En fait, la finance éthique est un peu plus large que la finance islamique. La finance éthique, pour moi, c'est une finance qui va ne pas regarder que le rendement. C'est une finance qui va regarder à la fois le rendement, bien sûr, on est dans l'investissement, mais regarder aussi comment ce rendement est fait et c'est quoi son impact sur l'économie, sur l'humain, sur la nature. Voilà. C'est ça la finance éthique, d'une manière globale. Maintenant, la finance éthique conforme à l'éthique musulmane, c'est, si je peux dire comme ça, c'est une branche de la finance éthique qui va avoir des restrictions et des filtres spéciaux qui correspondent à ce qui est imposé dans la charia islamique, dans les règles islamiques. Et donc, en général, ces règles vont couvrir la manière comment la finance tourne, les sujets de la dette et d'autres sujets. Donc, c'est plutôt de l'exclusion de certains produits ou certains secteurs qu'on veut pas financer dans l'économie. Donc, c'est là. Mais voilà. Mais la finance éthique est beaucoup plus large que ça, si je peux le dire.
Tout à fait. Et du coup, si on rentre dans le détail, tu parlais d'exclusion de certaines pratiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces exclusions justement par rapport à ce que j'appellerais la finance traditionnelle ? Donc, du coup, dans la finance islamique, en général, on va avoir 5 règles. 5 règles qui dominent, en gros, la réflexion ou la finance islamique. La première chose, c'est pas d'intérêt usuraire. Ça veut dire, on peut prêter de l'argent, mais sans qu'il y ait de l'intérêt. Mais on ne peut pas toucher de l'argent uniquement sur de l'argent. Juste le fait de on ne peut pas gagner de l'argent parce qu'on a prêté de l'argent. C'est de l'argent, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les intérêts. Les intérêts, les banques traditionnelles. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle aussi riba. Oui. Donc pas de riba. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est pas de spéculation. Dès qu'on rentre dans ce qu'on peut voir comme de la spéculation, bah non, c'est interdit. La deuxième chose, pas d'incertitude sur les contrats financiers, ce qu'on appelle le gharar. Il faut vraiment que les contrats soient carrés, clairs, qu'on sait qui s'engage à quoi, il paye quoi en face et qu'il a quoi comme gain. Après, on a ce qu'on appelle le partage de risques et de profits, un partage équitable. Ça veut dire, en fait, le risque ne doit pas être porté par une seule contrepartie. Parce que dans un contrat financier, en général, on a 2 contreparties. Des fois, on peut avoir 3 ou 4. Mais en général, c'est 2 contreparties. Et il ne faut pas que le risque soit uniquement dans une contrepartie, quelles que soient les conditions du contrat. Il faut vraiment qu'il y ait un partage de risque et bien sûr un partage de profit et qu'il soit équitable. Voilà. Et la dernière règle, c'est l'économie réelle. Ça veut dire n'importe quel contrat financier doit être lié à un actif réel, à une opération tangible, quelque chose de tangible sur lequel on fait l'opération. Pas de virtuel. Pas de virtuel. Donc, bien sûr, cela exclut une bonne partie des actifs financiers qu'on peut avoir, surtout sur les marchés dérivés, là, qui sont surtout basés sur du virtuel. Donc, ça, c'est les 5 principes qu'il faut appliquer. Maintenant, comment ils s'appliquent ? En fait, il y a une grande association au niveau international qui s'appelle l'AOFI, qui transmet les règles de la finance islamique en règles financières quantitatives. Dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pas de gharar ? Qu'est-ce que ça veut dire pas de spéculation ? Qu'est-ce que ça veut dire partage de profit de risque ? Qu'il est transcrit en quelque sorte. Elle va préciser un peu l'interprétation de ces très grandes règles en après pratiques concrètes. Exactement. Alors, on parle aussi de finance durable, qui est conforme aux principes ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre la finance durable, que certains de nos auditeurs connaissent peut-être plus, et la finance islamique ? En fait, l'objectif des deux est le même. L'objectif, c'est de faire de la sélection sur les investissements pour pouvoir choisir les meilleurs en termes d'impact, en termes de durabilité, en termes de gestion de l'humain et de traitement de l'humain. Maintenant, où est-ce qu'ils sont différents ? C'est qu'en fait, l'ESG, ou la durabilité et en fait quelque chose qui va être plutôt dans la mesure. Ça veut dire on va mesurer l'impact, on va mesurer l'émission CO2 d'une entreprise, on va mesurer la gouvernance dans une entreprise et à partir de ces mesures, on va sélectionner des valeurs. On va dire, voilà, on va prendre uniquement ceux qui sont plus que 50 sur 100. Et donc, l'ESG s'articule surtout autour de ça, bien sûr avec les 3 volets, environnement, sociétaux ou gouvernance, au moment où l'éthique islamique, elle est plutôt dans l'exclusion. C'est-à-dire, on ne va pas prendre les meilleurs sur un secteur donné. En fait, d'ailleurs, sur l'ESG, il y a 7 méthodes de gestion de l'ESG. Parmi les 7, il y a le best in class, il y a la notation, il y a l'exclusion. Et donc, l'éthique, la finance éthique conforme à l'éthique musulmane est surtout se base sur le principe de l'exclusion. C'est-à-dire, on ne va pas être tolérant de telle ou telle pratique. On ne veut pas avoir, par exemple, d'alcool dans les investissements. Oui. On ne va pas avoir l'alcool. C'est pas, il faut que l'activité soit 50. Voilà. On n'est pas vraiment dans la notation. Oui. On est dans la... Donc, c'est la différence majeure. Maintenant, bien sûr, il y a un croisement énorme dans le sens où, par exemple, si on parle de l'environnement, donc les règles de la finance islamique, va dans le sens où on investit sur les entreprises et les projets qui ne détruisent pas la nature.
Donc ça se croise avec conforme à une certaine éthique. Éthique, exactement. Voilà. Sur le volet social, pareil, l'égalité, sur le. Donc là, il y a pas mal aussi les normes des Nations Unies sur les secteurs nuisibles à l'économie, bien sûr, les jeux de hasard, l'alcool, le divertissement, tout ça. Voilà. Donc là, il y a un grand, on peut l'appeler overlap ou croisement entre les deux. Mais voilà. Mais il y a une partie aussi qui n'est pas concernée dans les deux. Par exemple, le riba, la partie intérêt. Sur l'ESG, une banque conventionnelle qui est bien notée ESG, il rentre bien dans tous les fonds sans aucun problème. Au moment où, dans l'éthique musulmane, la banque conventionnelle ne peut pas être un support d'investissement parce que ça tourne uniquement sur la dette avec intérêt et donc est exclu d'office. Donc c'est une finance finalement qui met en avant certains produits qui obéissent à une certaine morale, en l'occurrence à l'éthique musulmane, mais de la même manière que le Vatican, l'a vu récemment, a lancé des indices boursiers conformes à l'éthique catholique. Donc, qui dit morale, dit valeurs personnelles. Comment concilier, en fait, des valeurs personnelles, une morale, finalement, et la performance financière ? En fait, c'est vrai que quelque chose qui vient à l'esprit de pas mal d'investisseurs, c'est de dire que si je prends le volet éthique sur l'investissement, ça détruit la performance. Et on avait d'ailleurs le même sujet quand on a vu émerger l'ESG. Il y avait pas mal d'investisseurs et d'intervenants financiers. Ils disaient, non, mais le fait de prendre uniquement les boîtes qui ne polluent pas, ça va détruire la performance. En fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas exactement le cas, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que si je parle de la partie ESG, je donne un exemple simple. Si dans notre filtre, on va vraiment sur les entreprises qui ne polluent pas beaucoup. En fait, les entreprises qui polluent beaucoup, souvent, ils ont des procès, ils ont la marée noire de BP aux États-Unis a coûté très très cher à BP. Il y a eu malheureusement quelques exemples assez terribles ces dernières années. Et ça se répercute après sur la rentabilité financière de l'entreprise. Donc si je m'investis pas sur une entreprise parce que je considère que il est sur l'environnement, sur l'émission CO2 ou sur les déchets, en fait, c'est une entreprise qui va éviter pas mal de procès, pas mal de problèmes juridiques qui coûtent cher souvent. Et donc, du coup, potentiellement, il va être plus performante. À qualité égale, à production égale, à ressources égales humaines et financières, s'il traite bien l'environnement, il sera très mieux. Deuxième chose, c'est l'impact qu'on a eu récemment d'ailleurs, juste avant Covid, le fait que le régulateur pousse à prendre en compte cette analyse extra-financière du risque fait que beaucoup d'investisseurs sont remis à acheter les boîtes qui sont bien notées. Et donc, qui dit plus de demande, dit le prix monte. Et donc, on a vu des valeurs qui traitent bien l'environnement, le social, la gouvernance, qui ont vu leur valeur beaucoup augmenter parce qu'il y a eu beaucoup de flux sur eux. C'est pas parce qu'ils sont devenus plus efficaces côté production, côté compétitivité. Non, pas du tout le cas. Juste parce qu'il y a un flux beaucoup plus important sur ces valeurs. Donc ces pratiques vertueuses ont, contrairement à ce que l'on pourrait penser, finalement généré des performances financières exceptionnelles. Exactement. Et c'est la même chose sur le volet éthique et les investissements conformes à l'éthique musulmane. En fait, le fait qu'il y a un flux drivé vers des valeurs fait qu'il monte. Et de même manière aussi, en fait, parce que l'objectif dans l'éthique, dans la finance islamique, c'est de encourager les entreprises, par exemple, à ne pas utiliser trop la dette. Et du coup, leur apporter du capital. Une entreprise qui n'est pas très endettée, c'est une entreprise qui est plus saine. Bien sûr. Et une entreprise qui est très endettée, il suffit que les taux montent beaucoup pour qu'il se retrouve en difficulté parce qu'il faut qu'il rôle de la dette, il faut qu'il renouvelle sa dette en quelque sorte. Il va les renouveler avec des taux beaucoup plus élevés et qui peuvent être plus élevés que sa rentabilité. Dans ce cas, il est complètement en difficulté. Donc, une entreprise qui est moins endettée est structurellement plus saine, par exemple. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas intuitive, mais quand on rentre dans les détails, qu'on analyse, on voit la répercussion. Maintenant, j'ai pris juste hier, j'ai fait un petit exercice. J'ai repris 3 indices actions. J'ai repris d'une société d'indices très connue. J'ai pris la version émergent. Indice émergent. J'ai pris la version émergent islamique. Et j'ai pris, pour la même société, émergent islamique ESG. Parce qu'il y a islamique ESG. C'est-à-dire qu'on applique les deux filtres. Oui. On voit uniquement l'univers islamique et on applique le filtre ESG.
Voilà, pour la partie... Au sein de ces pratiques, on applique les critères ESG. Exactement. Par exemple, sur le volet CO2, tout ça, on va exclure tout ce qui est très polluant. Donc c'est finalement une sorte de double exclusion pour encore plus de morale finalement, de vertu conforme à ces grands principes. Exactement. Et donc j'ai pris les 3 indices et j'ai regardé sur un an glissant combien ça fait en performance. L'émergent est autour de 26% sur un an glissant. Il performe très bien. L'émergent islamique à 34%. Et l'émergent islamique ESG à 40% de performance. C'est-à-dire le fait d'appliquer les 2 filtres, après, ça peut être juste le momentum, voilà. Mais ça se répercute, il y a une très belle performance. Et d'ailleurs, aujourd'hui et depuis plus qu'un an, l'émergent islamique ESG, on est lourdement investi dessus et on a envoyé pas mal de clients. On a pu réussir à avoir pas mal de performances en utilisant ce segment en particulier. Donc voilà, la conclusion, c'est non, l'éthique et le ESG produit de la valeur. Maintenant, pas à n'importe quelle condition, quand c'est bien fait. Oui, évidemment, mais comme pour tout projet, comme pour tout investissement. Donc on l'a compris, qui dit valeur personnelle, qui dit morale, éthique, n'exclut pas, bien au contraire, la performance financière. Il y a un autre volet qui est important quand on parle de finance islamique, Redouane, c'est, on va dire, le volet social et politique. Au Revenu, on a traité récemment le sujet de la finance islamique. Alors, on a reçu énormément de commentaires positifs, notamment de personnes issues de la communauté musulmane qui étaient très heureux qu'on parle de la finance islamique qui est assez peu abordée dans les médias, notamment dans les médias français ou même au sens large occidentaux. Puis on a également reçu des commentaires haineux, etc. Beaucoup de gens ne comprennent pas et ont des idées reçues et font le parallèle avec des éléments qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la finance et viennent ramener des débats politiques et sociaux sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont aujourd'hui les idées reçues sur la finance islamique et lesquelles tu souhaites déconstruire ? En fait, les idées reçues, il y a 2 volets, il y a deux sources d'idées reçues. Il y a la première, celle que tu as mentionnée, et il y a la deuxième qui vient aussi des musulmans, sur la finance islamique en soi. Donc, pour ce qui est de messages un peu négatifs, en fait, il faut savoir que la finance islamique, c'est une finance régulée en France, qui est régie par l'AMF, par la CPR, par la Banque Centrale Européenne, sur tout ce qui est institut de crédit, et qui est une finance classique, mais avec un volet exclusion pour exclure tout ce que les investisseurs, les personnes souhaitent pas. Donc ça reflète en fait, ça fait pas sortir. C'est pas une autre finance créée en parallèle. Oui. C'est une finance intégrée avec des contraintes. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'ESG. C'est exactement comme l'ESG. C'est exactement l'ESG dans le sens où l'esprit c'est le même. Ça veut dire juste, je rajoute des critères. Moi, je veux pas être investi sur les pétrolières, par exemple. Oui. Ou moi, je veux pas être investi sur les banques parce que je veux pas financer l'intérêt. Voilà. Donc là, forcément, il va y avoir des gens il faut de la pédagogie financière et malheureusement en France, le niveau de pédagogie financière est très très bas. Oui. On peut avoir un doctorant en médecine ou en chimie ou en physique qui n'a jamais eu un seul cours dans son cursus sur l'économie, sur la finance. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas le cas. Donc forcément, les gens ne connaissent pas très bien. Donc on peut avoir des fois des gens qui mal interprètent des choses comme ça. Maintenant, il y a les idées reçues des côtés des musulmans aussi. Donc en fait, malheureusement, et pour la même raison, c'est pédagogie financière. Les gens ne connaissent pas très bien la finance et les produits financiers. Il y a une partie des musulmans qui disent non, cette finance, elle est juste marketing. On veut juste plaire aux gens. C'est un côté un peu opportuniste. Proposer une finance qui obéit à l'éthique musulmane pour les musulmans. Donc il y a un côté un peu, certains diraient, si on parlait de politique, un peu électoraliste. Il y a un côté un peu marketing financier. C'est ce qui peut être reproché par certains musulmans à la finance islamique, c'est ça ? Exactement. Donc on a des clients chez Perennis tous les jours qui des fois qui nous posent cette question. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est conforme à l'éthique musulmane ou pas ? Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un problème de pédagogie financière. Et c'est pour ça que Perennis s'engage à fond sur la pédagogie. On fait pas mal de formations, on fait pas mal d'articles, on fait pas mal de communications. Et pour démystifier cette finance éthique. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, derrière, moi, je suis financier. J'ai 20 ans de background en finance, en risque. Mais je ne suis pas un savant de la religion qui valide est-ce que en conformité éthique, est-ce que c'est bon ou pas ? Donc en fait, il y a
c'est pas le même job. Et donc, du coup, cette finance éthique qu'on propose, on la propose avec ce qu'on appelle des certificats de conformité. Des certificats qui sont faits, validés par ce qu'on appelle un Sharia Board. C'est un cabinet d'audit, en quelque sorte, mais audit conforme à l'éthique musulmane. C'est des gens qui sont doublement compétents, avec double diplôme en contrat, en finance et en ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat. C'est le volet dans la religion qui définit les règles économiques. C'est eux qui viennent certifier que le produit ou l'entreprise est conforme à l'éthique musulmane. C'est eux qui vont finalement, entre guillemets, valider l'aspect là qui relève du religieux. Exactement. Mais ils ne vont pas valider que l'entreprise est conforme, en fait, que le produit, que la solution est conforme à l'éthique musulmane. Et qu'un client qui l'achète, il peut aller dormir tranquille, la conscience tranquille. Son produit est conforme à son éthique et à ses valeurs. Voilà. Donc vraiment, on a les deux et on a séparé les choses. Et c'est un cabinet indépendant. Maintenant, voilà, il y a des confrères aussi qui vont dans la même démarche. Mais ça rajoute ça met de la confiance, ça rajoute une garantie que le produit, c'est pas des financiers, c'est des financiers qui l'ont pensé, mais ils l'ont validé qu'il est conforme avec des savants dans la branche de définition des règles économiques qui doivent régir et doivent primer pour un musulman. Donc, on l'a compris, ce que tu nous disais, c'est que finalement, une idée reçue sur la finance islamique, c'est que c'est un circuit un peu parallèle ou sombre de la finance, un petit peu en dehors du système financier, alors que pas du tout. C'est simplement, comme tu le disais tout à l'heure, une branche de la finance éthique et durable qui est conforme aux critères de la religion musulmane et qui est certifiée, réglementée par les grandes institutions financières. Donc, c'est ça, finalement, la grosse idée reçue qu'il faut déconstruire sur la finance islamique. Exactement. Donc, un contrat régulé et confirmé par le régulateur français et certifié par des savants comme quoi il est conforme. Tout à fait. Alors, si on parle là, on revient sur le financier. Pour les auditeurs qui seraient intéressés par des produits en finance éthique islamique, aujourd'hui, comment se constituer un portefeuille ? Comment gérer le risque et comment se constituer ce portefeuille de produits ? Oui. En fait, d'une manière générale, un produit conforme à l'éthique musulmane peut avoir différents types de classes d'actifs. Perennis, pour l'instant, a fait le choix de proposer uniquement des solutions sur des produits liquides. C'est-à-dire des produits qu'on peut vendre et acheter en un jour. Donc aujourd'hui, Perennis fait des contrats basés sur deux classes d'actifs, des actions cotées en bourse et des soukouk. Les actions cotées en bourse, en gros, c'est les parts de société cotées en bourse, mais qui respectent bien sûr les filtres qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc en gros, les filtres se résument en deux filtres très importants. Le premier filtre, c'est un filtre sur la dette. Donc en gros, les entreprises sur lesquelles on sera investi ne doivent pas avoir plus que 30% de leur bilan sur la dette. Ça veut dire la dette ne doit pas représenter plus que 30% du bilan. Ça veut dire les entreprises qui tournent avec du capital, pas avec de la dette, en quelque sorte. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est en termes d'activités illicites. Et donc, en fait, uniquement des entreprises dont les activités illicites, ça veut dire l'alcool, le jeu de divertissement, le jeu d'hasard, le divertissement, ça, ne doit pas représenter plus que 5% des revenus de la structure. Ça veut dire une entreprise qui a, par exemple, 100% de son activité sur possible. Ça n'est pas possible. Et donc, il y a quand même un quota, il y a un seuil de tolérance. En fait, il faut que ce soit vraiment très marginal. Et la limite qu'a définie, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la OFI, l'association qui régule ça au niveau mondial pour que ça soit homogène, a mis 5%. Et derrière, il y a bien sûr ce qu'on appelle de la purification. Ça veut dire au niveau des fonds d'investissement, on va prendre les revenus. Si par exemple, les activités illicites représentent 3%, on va purifier les 3% de revenus. On va les sortir du fonds en tant que don pour que l'investisseur final, dans son portefeuille, ne soit pas concerné. Il n'est pas concerné. S'il y a par exemple de l'alcool dedans, je sais pas, par exemple une entreprise qui est un distributeur qui a 2% de revenus qui vient de l'alcool, en fait les 2% ils vont être sortis du fonds. Comme tu le disais tout à l'heure, on va exclure. Exactement, exactement. Voilà. Donc ça, c'est les deux critères. Donc ça, c'est les actions. C'est-à-dire on aura uniquement des actions d'entreprises américaines, européennes, émergentes, au niveau mondial, qui respectent ces filtres. La deuxième classe d'actifs, c'est les soukouk. Donc, en fait, il y a des gens qui les appellent les obligations islamiques. En gros, c'est une manière de financer l'économie sans intérêt.
Donc, il y a des montages pour pouvoir financer des besoins réels d'entreprises sans avoir des intérêts. Ça ressemble à une obligation, mais il n'y a pas d'intérêt. Tu peux juste nous expliquer comment fonctionne un soukouk? Parce que tu l'as dit, une obligation conforme à l'éthique islamique, mais c'est une obligation qui ne fonctionne pas avec le principe d'intérêt, du coup, puisque proscrit par la finance islamique. Là, on va parler plutôt de loyer, c'est ça? Exactement. Donc, sur les soukouks, on va avoir plusieurs formats de soukouks. Mais je prends un exemple le plus pédagogique, le plus à comprendre. On prend par exemple Vinci qui fait des autoroutes en France. Il a par exemple un projet d'autoroute, on va dire entre Bordeaux et Toulouse pour 1 milliard d'euros. Il a besoin d'1 milliard d'euros pour construire l'autoroute. Dans la finance conventionnelle, ce qu'il va faire, il a 2 méthodes, soit du capital, soit de la dette. La dette, il va aller emprunter 1 milliard d'euros dans le marché. Il va payer, on va dire 5% d'intérêt par an. Et au bout de 10 ans, il rembourse le 1 milliard. Avec les 5% d'intérêt. Voilà, il paye les 5% et après, il rembourse 1 milliard. Ça, c'est des intérêts. Donc, ce n'est pas conforme. Deuxième méthode pour financer dans le conventionnel, c'est le capital. Vinci, il est coté en bourse, il fait une augmentation de capital de 1 milliard. Il va avoir des actionnaires qui vont acheter la part. Il va récolter le 1 milliard et faire son projet. Ça, c'est conforme, mais c'est un risque action. Voilà. Maintenant, supposons, ce n'est pas encore le cas en France, mais supposons qu'on veut financer ce projet par un soukouk. Donc, en fait, ce qui va être fait dans ce cas, c'est création d'une structure soukouk Vinci. Une structure, un SPV, une société, en quelque sorte. Donc, pour juste préciser à nos auditeurs, ce que tu appelles un SPV, donc c'est ce qu'on appelle un véhicule d'investissement, c'est la structure, l'entité juridique qui va accueillir l'opération. Exactement. Donc, cette structure va collecter le 1 milliard auprès d'investisseurs qui veulent investir sur le soukouk. Une fois il a le 1 milliard, il va construire l'autoroute avec le savoir-faire de Vinci. Ça veut dire qu'il va mettre les ingénieurs et les ouvriers de Vinci pour construire l'autoroute. Une fois l'autoroute est achevée, il va la louer à Vinci et lui vendre aussi l'autoroute sur, par exemple, 10 ans. Ça veut dire sur 10 ans, au fur et à mesure, Vinci va racheter l'autoroute petit à petit. Il a loué pour un loyer annuel à payer tous les ans. Au départ, l'autoroute est détenue par le véhicule, par le SPV, mais louée à Vinci. Et le revenu qui tombe, c'est un loyer, ce n'est pas un intérêt. Donc, comme ça, au bout de 10 ans, supposons par exemple, on va mettre 10 millions d'euros loyer et 100 millions pour acheter par an. Donc, au bout de 10 ans, 100 millions par an, ça fait 1 milliard. Donc, le soukouk va être remboursé le 1 milliard. Et les 10 millions vont faire un revenu pour le soukouk et donc un revenu pour celui qui a investi sur le soukouk. Pour les investisseurs. Et donc, avec cette méthode, on a répondu aux 3 besoins principaux, à savoir, le premier, il n'y a pas d'intérêt, c'est un loyer. Deuxième chose, il y a un actif réel. Là, on est en train de parler d'une infrastructure. L'économie réelle, on n'est pas dans la spéculation ou des actifs qui ne seraient pas dans l'économie réelle. Exactement. Donc là, on parle d'une autoroute. Et troisième chose, il y a un partage de profit et de risque. En fait, le risque est pris au début par le soukouk et au fur et à mesure est passé vers Vinci. Si au bout de 2 ans, il y a un problème sur l'autoroute, il y a une dégradation, le soukouk, il perd de la valeur. Par contre, dans le cas de dette, on s'en fout. On prête à Vinci 1 milliard. Que l'autoroute s'achève ou s'achève pas, qu'il y a un problème ou pas, c'est Vinci qui prend le risque. Donc vraiment, il y a partage de profit de risque. Donc on a répondu au cahier de charge avec soukouk. Sur les soukouks gouvernementaux, c'est rarement que c'est comme ça, c'est un peu différent. C'est sous format qu'on appelle souvent Ijara. Donc, en gros, on prend un État, par exemple, africain qui veut se financer avec le soukouk. Supposons qu'il a une infrastructure, qu'il l'exploite ou qu'il la donne en concession à un exploitant. Il peut vendre son usufruit, l'utilisation de l'infrastructure au soukouk pour récupérer du cash. Et là, il n'y a même pas de dette. Ça ne rentre même pas dans sa dette. C'est une forme de démembrement avec mise à disposition de l'usufruit qui est proposé à des investisseurs. Exactement. Donc, l'investisseur achète l'usufruit et après loue l'infrastructure ou le bâtiment à l'État ou à la société qui l'exploite. Et au bout de 7 ans, 8 ans, disons, ça dépend de la maturité, l'État rachète l'usufruit et rend l'argent. Voilà. C'est ce qu'ont fait certains États, notamment récemment l'Algérie. On en a parlé sur le revenu. L'Algérie a levé 2 milliards de dollars en soukouk souverain. Donc, comme tu le disais, des entreprises peuvent faire des émissions de soukouk, mais également les États souverains pour financer, au lieu d'emprunter sur les marchés financiers mondiaux,
qui implique de la dette. Exactement. Donc là, les États, les entreprises, aussi les banques islamiques émettent aussi des soukouk. C'est plutôt, ça se voit comme la titrisation, si je compare par rapport à la finance conventionnelle, ce qu'on appelle des soukouk wakala. En quelque sorte, en fait, la banque islamique émet 1 milliard de soukouk en wakala et l'argent qui tombe va financer des crédits conformes sous format murabaha ou ijara ou autre, et c'est la banque qui gère tout ça. C'est pour ça que la wakala en arabe, ça veut dire procuration en quelque sorte. Oui. Procuration. Donc c'est la banque qui a la procuration pour faire les petits crédits avec le 1 milliard. Voilà. Mais il y a d'autres formats, il y a plein de formats de soukouk, mais ils sont tous faits surtout avec les principes qu'on a mentionnés au début. Alors, tu parlais de soukouk. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça représente comme marché dans le monde ? Parce que tu l'as dit, aujourd'hui, c'est quand même assez peu probable que Vinci, en France, ait recours, en tout cas, à des structurations avec la finance éthique qui est conforme à l'éthique musulmane. En revanche, c'est un marché qui est en plein essor, qui est assez important dans le monde, notamment dans les pays musulmans, logiquement. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un panorama en 2026 de la finance islamique ? La finance islamique, c'est plus une niche dans le sens où c'est énorme aujourd'hui. La finance islamique aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 milliards de dollars dans le monde. 6 000 milliards dans le monde. Le plus gros, environ 70%, c'est des banques islamiques. Oui. Surtout en Arabie saoudite, en Malaisie, en Indonésie, en Turquie, dans des pays musulmans, au Maroc aussi, en Algérie et dans les pays du Maghreb. À peu près 70%. La deuxième part, c'est les soukouk. Les soukouk, c'est environ 1500 milliards à peu près aujourd'hui. Donc, Okay. c'est pas vraiment un tout petit marché, c'est assez conséquent. Donc, en fait, finalement, le marché du soukouk étant un des produits d'investissement conformes à la finance islamique et une branche, finalement, Exactement. et donc représente une part moindre. Exactement. Ouais. Donc, en fait, le plus gros, c'est vraiment c'est les banques islamiques qui ont le même modèle que les banques conventionnelles, mais avec la conformité, et qui financent l'économie avec des dépôts et des crédits au murabaha, au ijara, en d'autres formats. Deuxième, c'est le soukouk, en fait, c'est un peu le marché obligataire. C'est pour ça qu'on l'appelle les obligations islamiques. Oui. C'est qu'en fait, comment la banque, il va juste faire ce qu'on appelle l'origination et la syndication d'obligataires. Ça veut dire juste intervenir pour mettre en relation le créancier et l'investisseur. Et comment il les met en relation ? En créant une obligation, un soukouk dans ce cas, où il y a un qui apporte l'argent et l'autre qui l'utilise. Voilà. Donc c'est à peu près 1500 milliards. Le plus gros quand même et les plus gros émetteurs, c'est surtout au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. L'Arabie Saoudite, donc les soukouk gouvernementales, c'est le plus gros morceau. Dubaï, Qatar, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, et l'Algérie récemment, le Bénin aussi. Les Émirats, les Émirats, voilà. Il y a beaucoup de pays, Exactement, en effet. exactement. Ouais. Il y a eu aussi des tentatives de soukouk européennes. Hein. Oui. Il y a eu une première en euros, c'est la seule en euros, qui a été faite par Luxembourg, par le Grand-Duché de Luxembourg, pour 200 millions d'euros. 2012, 2013, il y a eu pas mal d'émissions aussi en GBP en UK, au Royaume-Uni, Ouais. aussi. Et voilà, il y a eu quelques tentatives. Juste pour revenir sur ces exemples un peu particuliers, on peut le dire, comment ça se fait que le Royaume-Uni ou le Luxembourg, au-delà du fait que ce sont de grandes places financières, se soit lancé sur ce marché? Comment tu l'expliques? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une qui est la diversification d'investisseurs. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des investisseurs qui veulent ce produit, qui peuvent soit habiter au Royaume-Uni, soit être des investisseurs du Moyen-Orient ou d'Asie. Et ces investisseurs, je ne peux pas les toucher si je ne réponds pas à leurs besoins. Donc, en fait, c'est un pragmatisme Oui. dans ce sens et une diversification. Et après, ça peut être aussi une histoire de coût. Oui. En GBP, il y a des soukouk qui ont été émis avec 2,5% de rentabilité. Donc là, on a mis de côté l'aspect culturel et politique pour se concentrer sur la finance pour aller chercher de nouveaux marchés. Exactement. Donc c'est ça, là, très pragmatique. Exactement. Et le Royaume-Uni, il est un petit peu en avance sur la finance islamique en Europe. Donc il voulait être depuis le début le hub de la finance islamique en Europe. Ce qui est le cas aujourd'hui à peu près si on regarde les encours en Europe. Sur la partie instit, ils sont de loin devant en Europe. En France, il y a des solutions qui émergent petit à petit. Voilà. Mais on est encore bien derrière. Maintenant, là, il y a eu, en 2007-2008, il y a eu aussi une volonté politique en France d'être le hub
dans le continent de la finance islamique, donc à l'époque du président Nicolas Sarkozy, il y avait une tentative pour ramener aussi des investisseurs. Voilà. Qui n'a pas abouti à ton sens? Ça c'est pas allé trop loin, mais oui. voilà. Mais il y a une volonté politique. Ouais. Bon, bah, le message est passé. Voilà. Si des dirigeants politiques français tombent sur cette vidéo, et j'allais te poser la question aujourd'hui, si on se penche un peu sur les chiffres, qu'est-ce que représente le marché de la finance islamique dans notre pays? Le marché de la finance islamique, en fait, il faut savoir que le marché, le besoin existait depuis très très longtemps. Mais il s'est mis un petit peu en sommeil parce qu'il n'y avait pas d'offre en face. Oui. C'est surtout. En fait, pour moi, c'est pas une vague, c'est pas une mode. Oui. C'est tout au contraire. Je fais un petit aparté ou un petit virage sur. Voilà, c'est quelque chose que peut-être les auditeurs connaissent bien. Le marché de la viande halal. Oui. Si je me mets dans une région, dans un quartier, dans une agglomération, il n'y a pas de boucherie halal. Et ben en fait, les gens qui habitent dans la région et qui veulent de la viande halal, soit ils vont se dire, OK, moi je ne consomme pas de viande, je vais manger du poisson, je vais chercher des protéines ailleurs, ou il y en a quelques-uns qui vont dire, oui, mais je n'ai pas le choix, donc voilà, j'ai le droit de prendre la viande classique parce que je n'ai pas le choix, parce que mes enfants ont besoin. Là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin, c'est juste qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de solution en face. Voilà, le marché se met en stand-by, se met en sommeil en attendant qu'il y ait une offre. Si une boucherie halal ouvre, avoir des clients. Les gens vont venir. Bien et sûr. si la première boucherie s'ouvre et ça marche bien, il y aura deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et donc, c'est un peu ça, même si c'est pas exactement la même chose, on est dans le service, pas dans le produit, mais c'est un peu, ça ressemble un petit peu à ça. Il y avait pas vraiment, il y avait quelques offres, mais en particulier sur la partie de Perinis, sur l'épargne financière conforme, il n'y avait pas vraiment d'offres. Et donc, le marché s'est mis en sommeil. Maintenant, il y a des offres. Perinis a ouvert la voie. On a lancé les premiers produits, donc le plan d'épargne retraite et l'assurance vie avec Suravenir en 2021. Petit à petit, voilà, il y a des confrères qui ont lancé aussi d'autres une acteurs activité qui se lancent sur ce exactement, marché. Qui ont vu qu'il y a de l'attrait, qu'il y a des clients pour ce marché. Et voilà, et ça commence à émerger petit à petit. Et depuis quelle année à peu près en France, quelle période ce marché se structure avec l'émergence d'acteurs comme Perinis, etc. Ça remonte aux années 2000, tu en parlais avec une volonté politique qui avait été, on va dire, ébauchée sous la présidence Nicolas Sarkozy, ou ça arrive un petit peu après? C'est encore très récent ou ça a déjà quelques années? Non, c'est quelques années. Les premières solutions ont commencé vers 2010-2011 avec le premier crédit immobilier conforme à l'éthique musulmane. Voilà, qui a été lancé et qui existe toujours. Hein. C'est une solution faite avec un partenaire bancaire français et qui répond vraiment aux besoins. Après, il y a eu une solution d'assurance vie, mais qui n'a pas beaucoup, qui n'a pas fité vraiment le besoin de marché. Après, il y a eu une solution d'investissement en immobilier, en SCPI, en 2017. Et en 2020-2021, Perinis a lancé les premiers produits finances liquides, donc les financiers liquides, donc actions sukuk, assurance vie, PER sur le marché. Et voilà. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine d'intervenants. Il y a des néobanques aussi qui proposent des comptes courants conformes à l'éthique musulmane. Voilà, il y a une émergence, il y a de plus en plus, mais c'est toujours, pour l'instant, c'est encore tenu par des fintech. Voilà, jeune et tenu surtout par des fintech, par les institutionnels de taille importante. Alors, marché jeune, mais par contre, tu estimes que c'est davantage un mouvement de fond plutôt que, tu le disais, un effet de mode. Exactement. Et tant que il y a de l'offre et de l'offre de qualité et ça répond aux besoins, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bon, petite question qui fâche, c'est un mouvement de fond, tu le disais, avec de plus en plus d'acteurs qui se structurent et de plus en plus de clients, en fait, un marché qui se développe. Pourquoi les médias français, les médias financiers notamment, les institutionnels en parlent si peu? C'est vrai que nous, quand on s'est intéressé au sujet chez Le Revenu, on a évidemment fait des recherches. On a trouvé, en dehors d'acteurs qui étaient dans ce milieu, on a trouvé finalement assez peu d'informations. Ou alors c'était des médias étrangers, notamment dans des pays arabes, mais on a trouvé assez peu d'informations. Comment ça se fait selon toi? La première réponse, c'est que c'est encore, l'offre est encore jeune. Oui. Elle émerge petit à petit. Après, voilà,
on est là pour démystifier et pour parler de comment ça structure ce marché, comment ça s'organise. Moi, j'étais ravi qu'on en parle de ça et quand vous me proposez de faire ce podcast sur ce sujet-là. Mais voilà, je pense que c'est un début. Maintenant, voilà, il y a cette... les médias, il y a les médias traditionnels, il y a les médias jeunes avec une approche plus dynamique, plus ouverte. Et voilà, et vraiment, je félicite Le Revenu pour cette approche qui, pour moi, voilà, c'est à l'air du temps. Ouais. Nous, de toute façon, c'est un petit peu le credo du Revenu, c'est de parler à tout le monde de toutes les finances, de toutes les ramifications. Voilà, aujourd'hui, on en a parlé d'une, pour s'adresser à tous les investisseurs. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu notre credo. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie pour cette approche que je partage pleinement. Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est que, là, on parlait tout à l'heure de la volonté de transformer Paris en hub de finance islamique en Europe. Aujourd'hui, dans l'Europe continentale, la France est en avance. Hors l'UK, je ne parle pas de l'UK. Hors l'UK, la France est en avance sur les solutions proposées. Et vraiment, il y a moyen de recréer ce hub et d'aller avec ce savoir-faire développé depuis 10 ans en France, de l'exporter dans les pays européens, être vraiment les médias doivent jouer forcément ce rôle-là pour transmettre, pour faire parler de pédagogie. De pédagogie. De pédagogie sur la finance au sens large déjà, parce que tu le disais, on a un peu de retard en France, mais encore plus particulièrement sur la finance éthique, la finance islamique, etc. Exactement. Merci beaucoup Redouane d'avoir répondu aux questions du Revenu. Merci beaucoup Cédric. Une dernière question, Redouane, est-ce que tu as investi en bourse à titre personnel ? Bien sûr. Bon, forcément, je m'en doutais un petit peu. Je te pose la question parce que Le Revenu, je le montre à nos auditeurs, a sorti récemment un guide bourse. Alors, dans ce guide bourse, on ne parle pas de finance islamique, peut-être dans le prochain, on l'a vu, ce sont des sujets qui se développent. Mais c'est un guide qui est donc disponible sur abonnement et en kiosque et qui s'adresse à la fois aux débutants, aux boursicoteurs et également aux investisseurs plus chevronnés. Donc, le guide hors série du Revenu sur la bourse disponible en kiosque. Et j'en profite également pour vous annoncer que notre nouveau numéro de mars, notre magazine mensuel daté mars 2026, est lui aussi disponible en kiosque, comme vous pouvez le voir. Il s'intéresse à des sujets d'actualité, l'IA, les algorithmes, les robots, comment ces solutions modernes peuvent aider les investisseurs dans l'établissement, dans le perfectionnement de leur portefeuille. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au Revenu ou à aller chercher ces magazines en kiosque. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement sur notre chaîne YouTube pour d'autres rendez-vous, d'autres interviews. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas les louper et je vous souhaite une très bonne journée.